cette conférence dans une certaine précipitation, puisque l'ensemble des procédures et des délais n'avaient pas été respectés, mais il a quand même accepté que cette conférence puisse avoir lieu. Et moi, je souhaite publiquement devant vous rendre hommage aussi à sa capacité d'adaptation, et en tout cas le remercier d'avoir permis qu'ait lieu cette manifestation. Remercier aussi l'ensemble du personnel, à la fois administratif et technique, qui ont permis que cette salle soit mise à notre disposition. Puis remercier mes camarades, mes collègues de front de façon plus détaillée, plus approfondie et plus complète que moi. Remercier bien sûr les deux conférenciers, Dominique Méda et Michael Zemmour, d'avoir pu se rendre disponible. Je pense que dans cette période-là que vous connaissez, leur agenda doit être assez chargé, et d'avoir pu dégager ce temps pour venir nous parler, c'est de leur part peut-être une performance, en tout cas c'est un cadeau qu'ils nous font, et donc je souhaite les remercier. Deux choses. La première, c'est que évidemment une conférence comme celle-là, elle s'inscrit dans un contexte particulier, un contexte que vous connaissez, un contexte de mobilisation contre la réforme des retraites, une mobilisation qui est une mobilisation nationale, une mobilisation qui, comme vous le savez, existe aussi à Mi-le-Grand, selon des formes d'ailleurs inédites parfois, une participation très, très massive à la grève du 5 décembre, et puis un mouvement de grève reconductible, certes minoritaire, qui est déclaré minoritaire dès le début, mais qui est présent, qui est actif, qui est visible, parce qu'on en a quand même un petit peu parlé, et qui est quelque chose, ce mouvement de grève reconductible, qui est sans précédent, en tout cas sans précédent dans un passé récent de Mi-le-Grand. Donc cette conférence s'inscrit dans ce contexte, mais je souhaite insister vraiment là-dessus, c'est que cette conférence sera elle est justifiée d'abord, parce qu'elle sera l'occasion d'un partage de savoir. On a des intervenants qui vont nous parler des retraites et du travail aussi. Ce sont des objets sur lesquels il existe un discours dominant, un discours qui est tellement dominant que parfois on a du mal à repérer à quel point ce discours est particulier finalement. C'est un discours qui n'a pas de véritable universalité. C'est un discours qui se présente, ce discours dominant, comme étant ce qu'on a appelé à un moment le cercle de la raison. C'est-à-dire que tous ceux qui essaieraient de se tenir à l'extérieur de ce discours dominant seraient soit des poètes, soit des fous, en tout cas des gens sans aucune rationalité, des gens déraisonnables, littéralement. Je crois que vraiment l'enjeu de cette conférence de ce soir, c'est de faire ensemble une autre parole. Il y a autre chose que l'on peut penser sur ces réalités sociales-là. Vous connaissez l'expression, en anglais c'est quelque chose que Vernisno Alternative, TINA, T-I-N-A. L'enjeu, je crois, de cette soirée, c'est de faire entendre une parole différente, faire comprendre que, oui, il est possible de penser autrement que ce qui se dit habituellement, et que de la même façon qu'au XIXe siècle, on disait supprimer le travail des enfants ou réduire la semaine de travail en dessous de 48 heures, c'était présenté comme quelque chose de totalement déraisonnable à ce moment-là, mais finalement ça a été fait, que finalement ça a été possible. Et pour vous faire entendre cette parole cette parole nouvelle, vous avez choisi des gens qui sont des experts dans leur domaine. Le fait d'être un expert, ça ne signifie pas qu'on détient une vérité incontestable, qu'aucun point de vue ne puisse leur être opposé, et j'espère que dans le courant du débat, il pourra y avoir des interventions qui pourront venir en opposition ou en contradiction. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ont travaillé, et dont le travail théorique, les publications, les savoirs universitaires, les certifications universitaires, la considération de leurs pairs, de leurs égaux, de ceux qui ont mené les mêmes recherches qu'eux, tout cela, ça leur a donné une autorité. Ils ont autorité pour nous parler, et c'est pour ça qu'ils sont ici. Ils ont autorité, ce n'est pas en raison de leurs engagements, en raison de leur prise d'opposition par ailleurs, mais c'est vraiment parce que leur parole fait autorité que nous avons souhaité vous la faire entendre. Et c'est donc au nom de cette autorité, une autorité qui ne signifie pas une vérité universelle, mais quand même, on est autorisé à parler parce qu'on a travaillé, on a publié, on a écrit,
on a réfléchi, on a passé toute sa vie à ça. Et c'est parce qu'on a cette autorité qu'on peut, ce soir, ici, devant vous, à Millemont, vous s'adresser à vous. Et pour répondre à une critique qui a pu être faite, comme quoi une séance comme celle de ce soir ne serait qu'une séance d'endoctrinement pour essayer de comment vous amener forcément à des positions qui ne seraient pas les vôtres. Parce que des positions comme celle-là, qui sont des positions finalement assez méprisantes pour les élèves, parce que finalement, est-ce qu'on peut vous endoctriner? Bon, moi, mon expérience de professeur, déjà, me montre qu'en fait, qu'on vous convaincre de l'accord des règles participe passé, c'est pas toujours facile. Donc, pour ce qui est vous imposer un point de vue sur les retraites, ça serait certainement plus compliqué. Je pense qu'on peut en remettre à votre intelligence, à votre sens critique, à votre capacité de raisonner, d'examiner, de discuter. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que nous avons voulu que cette conférence ait lieu. C'est-à-dire à la fois un point de vue qui fait autorité, qui va vous être présenté, et puis aussi, ça sera pour vous l'occasion de mobiliser les ressources que nous connaissons comme étant importantes de votre esprit critique. Donc c'est maintenant aux conférenciers que je vais laisser la parole. Bonsoir, alors moi je suis juste chargée du titre et des sous-titres, après les paroles de Jean Rétier. Encore une fois pour remercier l'administration de nous laisser faire cette conférence. Le titre, donc, comprendre la réforme des retraites, et en effet un certain nombre de collègues a eu envie de réfléchir, d'échanger, de partager sur ce sujet sensible, et j'insiste vraiment sur le mot partage. Donc dans un premier temps, nous entendrons, qui va commencer, Dominique Méda, que je vous demande d'accueillir chaleureusement, qui est professeure de sociologie à Paris-Dauphine et directrice du laboratoire de sciences sociales de Dauphine. Et dans un deuxième temps, où on échange également, Michael Zemmour. Enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, chercheur associé à Sciences Po. Voilà. Dans un premier temps, il y aura un historique sur le système de retraite existant, essentiellement ensuite pour poser les faits, expliquer le projet et les enjeux de ce projet. Et dans un deuxième temps, il y aura des questions, j'espère, et ça sera l'occasion de discuter, de débattre, d'échanger, de partager. Bonne soirée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment à tous ceux qui ont organisé cette réunion. Alors, je ne sais pas si on a de l'autorité. Moi, j'essaye de proposer quelques faits et vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on en discute. Il y a encore énormément d'obscurité dans la réforme qui nous est proposée. Ça me semble d'ailleurs être un point très, très ennuyeux, hein, que c'est peu intelligible ce qu'on nous propose. On n'a pas toutes les données, Michael y reviendra, on n'a pas toutes les données pour savoir vers où on va. Mais voilà, je vous propose donc un petit historique et puis quelques propositions sur la réforme en cours. Alors, vous allez voir, je remonte à très loin, hein, je remonte au 19e siècle, pour vous rappeler que tout au long du 19e siècle, il y a eu un refus de l'intervention de l'État pour mettre en place une protection sociale pour les ouvriers. Le 19e siècle, tout le 19e siècle pratiquement, a refusé une protection obligatoire organisée par l'État. Et malgré le paupérisme et la misère qui se sont développés à partir des années 30, on a renvoyé toutes les personnes, y compris celles qui ne pouvaient pas épargner, à la prévoyance individuelle. Donc il y avait une opposition radicale de la pensée libérale à l'idée même d'une protection organisée par l'État, l'idée d'une couverture obligatoire. Il y a eu quand même quelques exceptions au cours du 19e siècle. D'abord, à partir de 1850, on a mis en place des régimes de retraite pour les fonctionnaires, et puis pour certains établissements, la Poste, l'Opéra de Paris, la Banque de France, et puis il y a aussi des municipalités et certaines professions qui ont créé leur propre régime. Et puis par ailleurs, dans le privé également, certaines entreprises
ont mis en place des systèmes de pension, par exemple dans la métallurgie, le textile, la chimie, les chemins de fer, pour stabiliser la main-d'œuvre, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, on avait besoin qu'elle reste là, et donc on a cherché à la retenir grâce à ce système de retraite. Vous retrouverez, il y a un très bel article dans Alternative économique sur l'historique justement des régimes de retraite. Alors, je continue. Alors même que l'Allemagne avait mis en place un système complet d'assurance sociale entre 1883 et 1889, la France, j'ai envie de dire comme d'habitude, était en retard. Hein. En 1905, péniblement, on met en place une obligation d'assistance pour les vieillards qui sont en train de mourir au travail sans rien. Obligation d'assistance, mais pas encore d'assurance. 1910, première loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Une assurance pour la première fois obligatoire. Évidemment, c'est très important, mais c'est un échec. Et c'est en fait en 1930 qu'on commence à mettre en place un système d'assurance sociale légale obligatoire. Alors, tout ça pourquoi ? Parce qu'on a récupéré l'Alsace-Lorraine et qu'on a vu que ça existait un système complet de sécurité sociale. Donc, à notre tour, on le met en place. Et donc, ce qu'on met en place en 1930, c'est ce qu'on appelle un système bismarckien, avec une cotisation partagée entre l'employeur et le salarié, proportionnelle aux revenus. Mais déjà, il va y avoir des régimes particuliers pour les salariés agricoles et des régimes spéciaux, c'est-à-dire ceux que l'on avait vus pour les fonctionnaires qui vont subsister. Alors, donc ces assurances sociales, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle le système bismarckien. C'est fondé sur la solidarité professionnelle. Et c'est différent d'un système qui va être promu à partir de 1942 par Beveridge, William Beveridge, qui propose de mettre en place un welfare state. Un welfare state, c'est-à-dire un système de protection sociale généralisé, unifié et géré par l'État, et centralisé. Il s'agit de mettre en place une protection du citoyen et plus seulement du salarié. Et c'est ce qu'on appelle les 3 U. Universalité, il veut couvrir tout le monde. L'idée, c'est quand on sortira de la guerre, alors on mettra en place un système formidable de protection sociale. On sortira de ce qu'on a connu comme misère. Donc, universalité, je couvre tout le monde. Unité, dans un unique régime. Uniformité, avec des prestations et des cotisations uniformes pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est 2 conceptions très différentes. Dans un cas, le cas de Beveridge, c'est un filet de sécurité glissé sous les pieds des citoyens, géré par l'État, versus le système bismarckien, c'est une solidarité professionnelle qui remplace les revenus. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la guerre ? En France, on met en place un système, ordonnance du 4 octobre 1945, on met en place la sécurité sociale française. Alors, on a un idéal beveridgien, c'est-à-dire on dit on va couvrir tout le monde, on veut couvrir tout le monde, dans un régime unique et avec une caisse unique. Mais la réalité est bismarckienne, c'est-à-dire qu'on est, depuis 1930, ont été mis en place des tas de caisses un peu partout, mais aussi des mutuelles, il y a une compétition entre les caisses. Et donc la réalité bismarckienne, c'est-à-dire qu'on a un système assez foisonnant, avec des cotisations et des prestations proportionnelles aux revenus, une solidarité professionnelle et différents régimes. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On dit, on va prévoir un régime unique, mais ça se fera progressivement. Et l'essentiel, c'est la gestion sera faite par les intéressés. L'idée, c'est ce qu'on met en place, ce système qu'on met en place. Il faut que les intéressés, c'est-à-dire ceux qui vont être protégés, s'en saisissent. Il faut que ce soit eux qui le gèrent. Et Pierre Laroque, le premier directeur de la Sécurité sociale, celui qui met tout ça en place, avec Ambroise Croizat, le premier ministre communiste à l'époque du travail, donc ils disent il faut absolument que ce soit les gens protégés qui se saisissent de ça. Ce sera très important. On ne veut pas d'un système géré par l'État. Très bien. Donc c'est la démocratie sociale qui est promue. Eh bien, tout cela, ça va être un double échec. C'est-à-dire, on ne va ni mettre en place un régime unique, ni obtenir une gestion par les intéressés. Dès l'ordonnance, les professions agricoles sont écartées. On peut dire qu'elles ne peuvent pas payer de telles cotisations. Et les régimes spéciaux sont provisoirement maintenus. Et puis en 1946, ils sont définitivement maintenus. Pourquoi ? Parce que on se dit que ce régime général qui vient d'être créé, donc on crée un régime général qui n'arrive pas à absorber tout le monde.
Et ce régime général, il sert des pensions trop faibles, et donc ceux qui sont dans les régimes spéciaux disent bah, on va attendre qu'ils nous rejoignent, hein, on va attendre que les pensions soient suffisantes pour qu'on accepte de rejoindre ce régime. Mais il y a aussi une opposition des non-salariés. Les non-salariés disent nous, les cotisations sont trop élevées pour nous. Les cadres, ils trouvent aussi que c'est pas assez élevé pour eux, donc ils vont obtenir la création d'institutions de retraite complémentaires. Leurs retraites sont très faibles. Et donc la généralisation, c'est-à-dire couvrir tout le monde, va être obtenue par la création de régimes autonomes, ce qu'on appelle une mosaïque de régimes, et aussi le rattachement au régime général de certaines catégories professionnelles. Donc on va mettre en place tout un système d'harmonisation et de compensation, dans lequel on vit toujours aujourd'hui. En 1947, on crée l'AGIRC et l'ARCO, c'est-à-dire les institutions qui vont servir des retraites complémentaires aux cadres et aux salariés. Alors je rentre un tout petit peu dans la technique. On cotise donc dans les régimes de base sous ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale et au-dessus pour les régimes complémentaires. À la différence des régimes de base, l'AGIRC et l'ARCO, c'est un régime en points déjà, et c'est une gestion paritaire, c'est-à-dire par les partenaires sociaux, à la fois les syndicats et les employeurs. Et ça vous donne ceci, hein, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a le régime général, à côté les régimes des indépendants, le régime agricole, et puis avec 3 étages, les régimes de base, les régimes complémentaires et les régimes supplémentaires. Alors, je vous disais, on ne va pas avoir de régime unique, on n'y est pas arrivé. Hein, les situations sont trop différentes, mais il n'empêche que peu à peu, on va quand même faire converger les situations. Les régimes vont être peu à peu alignés. Par exemple, aujourd'hui, on a le même âge légal de départ à la retraite pour les fonctionnaires et pour le régime général. Et on a le même nombre d'années de cotisation nécessaires. Donc, on a rapproché les situations. Et ce sur quoi je veux insister, c'est un peu mon premier message, hein, c'est que vous voyez, on a tout un héritage historique hyper lourd, hein, qui est quand même axé, ancré dans la solidarité professionnelle, et donc un poids très fort de l'histoire avec des négociations, des arrangements autour des contrats de travail, la prise en compte de certaines pénibilités qui ne sont pas les mêmes dans les différents régimes, et donc c'est très compliqué de faire table rase de tout ça, hein. On a des régimes qui sont ancrés dans les réalités diversifiées du travail. La réforme prévue là maintenant, elle fait table rase de tout ça, puisqu'elle reprend, c'est pour ça qu'on se dispute tous sur l'héritage du Conseil national de la résistance et de 1945, puisque Édouard Philippe dit bah, c'est moi qui mets en place le vrai héritage de 1945, qui voulait faire un régime unique. Et en même temps, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et l'échec de ce régime unique, il a été fait dès 1946, je dirais, et donc on s'est débrouillé autrement. On a fait converger les situations sans avoir besoin de passer par un régime unique. Et la réforme qui est prévue, c'est un énorme bouleversement et c'est une remise en cause très brutale de toute l'histoire. On fait table rase du passé. Donc, premier échec, pas de régime unique, et puis pas de démocratie sociale. Alors ça, c'est un point important pour comprendre ce qui se passe dans la réforme actuelle. Dans le régime général, au début, on avait des administrateurs élus et des représentants des salariés qui étaient majoritaires. Il y avait bien une gestion par les intéressés. On votait pour les représentants qui géraient le régime. En 1967, arrivent ce que certains ont appelé les ordonnances scélérates. Pourquoi ? Parce que on va passer de cette gestion par les intéressés au paritarisme, hein, dans le régime général. Paritarisme, ça veut dire à égalité, représentant des salariés, représentant des employeurs. Et puis peu à peu, dans ce régime général, qui est celui qui rassemble le plus de monde, hein, on va avoir un resserrement de la tutelle de l'État. Pourquoi ? Eh bien parce que le traité de Maastricht impose une vision consolidée des finances publiques qui inclut les finances sociales. Et vous savez qu'on a des critères à respecter depuis le traité de Maastricht, le pacte de stabilité, hein, avec des affaires de déficit de 3% qui ne doivent pas être dépassées. Et donc tout d'un coup, on se dit, oh là là, les dépenses sociales, il faut absolument les maîtriser puisqu'elles rentrent dans le périmètre de la dépense publique. Donc il va y avoir le plan Juppé de 96. Il y a une partie du plan Juppé précisément sur les régimes spéciaux qui ne passe pas, mais l'autre partie passe. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met en place tout un processus de loi de financement de la sécurité sociale qui organise la maîtrise par l'État des dépenses sociales. Donc aujourd'hui, dans le régime général, le vrai pouvoir, c'est l'État qui le détient. Hein, puisque c'est le gouvernement qui prépare le projet de loi de financement de la sécurité sociale voté par le Parlement.
Alors que dans les autres régimes, la caisse pour les professions libérales, la caisse nationale du barreau français, eh bien, ces régimes-là sont gérés par les organisations professionnelles ou encore la GIRC et l'ARCO sont gérés par les partenaires sociaux. D'où la question centrale de la gouvernance du futur système. Aujourd'hui, le régime général est géré par ces lois de financement de la sécurité sociale, donc l'État est décideur en dernier ressort. Or, l'État est sous pression, je vous l'ai dit, et sous pression notamment de la Commission européenne en matière de dépenses publiques. La GIRC et l'ARCO et les régimes autonomes ne sont pas à la main de l'État. Dans le futur régime universel qui est proposé par la réforme, il y aura une seule institution de pilotage. Alors, il est très important de lire les textes. Et vous savez qu'il y a une dispute là-dessus. Est-ce que ça sera à la main de l'État ou est-ce que ça sera à la main des partenaires sociaux? Il est dit que ça sera une caisse nationale de retraite universelle qui gérera l'ensemble du système. Cette caisse étant gérée paritairement par les partenaires sociaux. Alors je vous dis juste pourquoi il y a une différence entre le fait d'être géré par les partenaires sociaux et d'être géré par l'État. L'État, il est obsédé par les dépenses publiques. Les partenaires sociaux, souvent, ils freinent. Donc, dans les régimes gérés par les partenaires sociaux, souvent, on a une meilleure protection que dans les régimes gérés directement par l'État, parce que l'État a une obsession de bien contrôler les dépenses publiques. Donc dans le futur régime universel, on aura cette caisse nationale de retraite universelle, gérée paritairement par les partenaires sociaux, mais si les partenaires sociaux n'arrivent pas à s'entendre, ce qui est quand même très souvent le cas, c'est l'État qui reprendra la main, donc c'est l'État qui aura la dernière main, et c'est l'article 2 de la loi organique, qui donc étend le champ des lois de financement de la sécurité sociale au régime de retraite complémentaire légalement obligatoire, bref, à tout le monde, en donnant à l'État des outils de pilotage facilitant la transition vers le système universel de retraite. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, on n'avait que le régime général qui était à la main de l'État. Maintenant, c'est la totalité des systèmes de retraite, y compris les caisses autonomes. C'est pour ça que les avocats sont furieux. Les avocats, les dentistes, tous les gens qui avaient des caisses autonomes. Tout ça va être géré par l'État. Quelques rappels sur le système de retraite français et les grandes réussites du système de retraite français. Avant, on avait une pauvreté extrêmement forte des vieux. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des retraités est très bas, 8% contre environ 14% pour l'ensemble de la population active, et on a un niveau de vie à parité entre retraités et actifs. Mais on a quand même un risque de baisse des pensions parce qu'on a eu plein de réformes, je ne reviens pas sur chacune, mais on a eu beaucoup de réformes, depuis la réforme Balladur de 93, beaucoup de réformes qui ont organisé le fait que de toute façon les pensions vont baisser. On est sur un trend de pensions descendantes, avec y compris la Commission européenne qui nous dit qu'on risque de passer on va passer d'un taux de remplacement de 50% en 2016 à 36% en 2070, avant réforme. Or, la réforme, là j'arrive dans un peu mes thèses que vous pourrez évidemment critiquer, donc là je ne sais plus l'histoire, c'est ce que je pense de la réforme telle qu'elle nous est proposée. Il me semble que la réforme qui nous est proposée, elle est exclusivement faite pour diminuer les dépenses. Pourquoi ? On a d'une part une réforme paramétrique, mais je ne vais pas trop m'y appesantir parce que Michael est infiniment meilleur que moi sur toutes ces questions. Donc il y a une réforme paramétrique qui était prévue. L'ensemble du système à points est fait pour faire baisser les dépenses parce que notamment, ce qui est très important, c'est que la part des retraites dans le PIB est fixe. Aujourd'hui, elle est à peu près de 14%, et on dit qu'elle restera toujours à 14%, et le taux de cotisation est fixe. Il sera de 28 et quelques pourcents, et on ne devra pas y toucher. Donc vous voyez bien que comme on va avoir plus de retraités, obligatoirement, ce sont les pensions qui risquent de baisser. Donc c'est les pensions qui sont la variable d'ajustement. Et d'ailleurs, cette obsession de l'équilibre, elle est bien indiquée par l'article 1 de la loi organique, qui nous dit que la loi de financement de la sécurité sociale définira une trajectoire pluriannuelle imposant l'équilibre du système sur une période de 5 années. Or, je vous fais quelques rappels, la protection sociale, c'est 780 milliards, dont les retraites 331 milliards. Michael reviendra peut-être sur les rapports du corps. Il y a eu 2 rapports du Conseil d'orientation des retraites, un en juin qui disait tout va bien, puis un en novembre qui disait oh là là, ça va pas du tout.
Donc on peut expliquer pourquoi il me disait que ça n'allait pas du tout. Vous signalez qu'il y a des réserves dans tous ces régimes, et puis qu'il y a une caisse d'amortissement de la dette qui s'élève à 24 milliards et qu'on pourrait chaque année récupérer à partir de 2024. Tout ça pour vous dire que la question du déficit, elle n'est peut-être pas si prégnante que ça. Et donc ce qui se met en place, et c'est aussi une de mes critiques, c'est qu'il se met en place une forme de pilotage automatique du système, alors que peut-être qu'il faudrait que tout ça soit soumis à la délibération politique. L'âge d'équilibre ou l'âge pivot, là encore je fais quelques rappels et puis on y reviendra après. Donc il faut que vous sachiez que il y a plusieurs types d'âge, il y a notamment l'âge légal. L'âge légal, c'est celui à partir duquel on a le droit de partir. Donc c'est 62 ans. Et ça, on n'y a pas touché. On continuera à avoir le droit de partir à 62 ans. Mais il y aura un âge d'équilibre qui sera l'âge auquel on peut partir sans décote, c'est-à-dire sans baisse de la pension, baisse de 5% par an de la pension. Si vous partez plus tôt, on vous punit. Si vous partez plus tard, vous avez une récompense. Et donc, vous avez vu qu'il y avait un compromis. On a retiré un des âges pivots, mais pas l'autre. Il y aura toujours un âge d'équilibre dans le système qui reculera avec l'espérance de vie. Encore quelques petites informations pour vous dire que le système de retraite français, donc, il repose sur la solidarité intergénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actifs dans ce moment payent les retraites des retraités dans ce moment. Les cotisations des actifs servent à financer les retraites immédiatement. C'est un régime en annuité, au moins pour le régime général et les régimes alignés. Et ça, c'est très, 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 très important. On parle de régime à prestations définies. Vous savez combien vous allez avoir, vous savez votre taux de remplacement. Alors que ce qu'on nous propose, le régime à points que l'on nous propose, là, ça va être un régime à cotisation définie. Vous savez ce que vous payez, vous ne savez pas ce que vous aurez à la fin. Et donc avec les cotisations, on achète des points à une valeur d'acquisition, et ces points à la fin, on les reconvertit en pension selon une valeur de service. Donc il y a une double conversion, et ce qu'on nous dit, c'est que ces deux valeurs seront fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites en juin 21, et donc il n'y aura pas de garantie sur le taux de remplacement. Ça c'est très 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 important, le système français, il est aussi fondé sur la solidarité tout court. C'est-à-dire qu'il y a plein de mécanismes qui permettent que les retraites servies ne reflètent pas exactement la carrière de chacun. Il y a beaucoup d'éléments redistributifs, par exemple la validation de périodes non travaillées, des avantages familiaux, des compensations entre régimes démographiques. Un point important, l'Agir Carco par exemple, régime en points, contient moins de dispositifs de solidarité que les régimes de base. Et le régime par points qu'on nous promet, on nous dit qu'il reflètera exactement la carrière et toutes ces interruptions, donc il sera encore moins redistributif. Donc moins de solidarité, plus d'individuel. Donc ça pose la question centrale des mauvaises années, hein, puisque le régime à points reproduira la carrière à 100%, ça pose la question des mauvaises années. Dans le régime général, vous calculez vous prenez les 25 meilleures années pour calculer votre retraite. Dans le régime de la fonction publique, vous prenez les 6 derniers mois. Maintenant, on prendra la totalité de la carrière pour tout le monde. Donc ça sera impossible d'échapper aux mauvaises années. Or, par exemple, prenons l'exemple des périodes de chômage, hein, puisqu'on nous dit, dans la nouvelle réforme, on donnera des points en plus pour aider à combler les mauvaises années. Mais aujourd'hui, ça existe déjà. Hein. Aujourd'hui, les périodes de chômage sont compensées en trimestres et, ça c'est très important, elles sont comptabilisées sur la base du salaire antérieur. Vous tombez au chômage, vous n'y pouvez rien, eh bien on va non seulement vous valider des trimestres, mais on va calculer, on va prendre comme référence le salaire antérieur. Dans le futur, dans la réforme, les points seront distribués sur la base de l'indemnité chômage,
plus basse que le salaire, par définition, ou de l'allocation de solidarité spécifique, qui est environ de 500 € par mois, ou sur la base de rien si vous n'avez pas de chômage indemnisé. Donc vraiment une double peine pour les chômeurs, puisqu'il vient d'y avoir une réforme de l'assurance chômage extrêmement dure pour les chômeurs. Quant aux femmes, elles risquent d'être les grandes perdantes de ce système, puisque vous savez que les femmes, malheureusement, continuent à avoir des carrières plus interrompues que celles des hommes, et on sait très bien, on a montré que déjà le passage, parce qu'avant on calculait sur les 10 meilleures années, et bien le passage des 10 meilleures années aux 25 meilleures années, déjà ça a été pour elles extrêmement douloureux, elles s'en sont pris plein la figure. Donc on peut penser que dans le futur régime à points, il y aura moins de solidarité et de redistribution, sauf si on décidait de donner énormément de points, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais ça il faut l'obtenir. Il y a un énorme problème sur la pénibilité et la prise en compte de la réalité des situations diversifiées de travail. Pourquoi ? Parce que la réforme entend supprimer donc des différences axées sur les statuts, c'est ce que dit le président de la République. En fait, des différences qui sont ancrées dans les métiers et dans les contrats de travail. Elle fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, table rase des réalités différenciées du travail et de l'histoire des entreprises, des contrats, des négociations, parce qu'elle impose à tout le monde le même âge d'équilibre. Tout le monde est mis sous la même toise, alors que les métiers sont radicalement différents. Vous avez des gens, vous avez par exemple, je sais pas, je pense aux aides à domicile qui portent des personnes, ou les aides-soignantes, et ben, à un moment, à 50 ans, ils ont le dos complètement cassé. C'est pas la même chose que nous, qui sommes en pleine forme à 70 ans. Et puis, vous voyez, par exemple, cette réforme, elle supprime, d'ailleurs, on n'a même pas attendu la réforme, on vient de supprimer les catégories actives de la fonction publique qui permettaient, par exemple, à une aide-soignante de partir à 57 ans, et elle étend à tout le monde un dispositif, ça s'appelle le compte professionnel de prévention, qui est gravement insuffisant. Au mieux, il sera possible de partir à 60 ans avec des cotes. Et donc, ça ne remplace pas du tout les dispositifs qui existaient et qui permettaient à ceux qui ont travaillé, qui ont des carrières longues ou des métiers très pénibles, de partir avant. Alors, je m'oriente vers ma conclusion. Qui sont les perdants ? Là, je m'avance peut-être un peu. Il me semble que les perdants, c'est pratiquement tout le monde. Alors, non, mais le pire étant les femmes. Les femmes, j'ai parlé des interruptions, mais avant, il y avait aussi dans le régime général, elles avaient une majoration de durée d'assurance de 2 ans par enfant. Alors on peut se dire, c'est pas bien, pourquoi elles avaient ça, etc. C'est quand même très important, puisque les faits montrent que les femmes, elles ont des carrières beaucoup plus courtes, parce qu'elles ont des enfants. Donc c'est remplacé, ce truc-là, par une majoration de 5% par enfant, mais donc les travaux, et en plus, on propose que cette majoration de 5%, elle aille au choix au père ou à la mère. Et bien sûr, comme encore souvent, c'est le père qui a un salaire plus élevé, on peut penser que la majoration ira au père, et que donc les femmes, par exemple, si elles se séparent, se retrouveront vraiment, alors là, complètement piégées. Les chômeurs, je vous en ai parlé, les cadres supérieurs, une catégorie qui est en train de découvrir à quelle sauce elle va être mangée. Donc avant, les cadres supérieurs cotisaient jusqu'à, je ne rentre pas dans les détails, c'est un domaine hyper technique, moi-même je ne comprends pas tout. Avant, les cadres supérieurs cotisaient jusqu'à 8 plafonds de sécurité sociale, environ 27 000 € par mois, et on leur dit que maintenant, ils cotiseront jusqu'à 10 000 € par mois, et ils devront se débrouiller pour le reste. Donc c'est une invitation très claire à ce qu'ils aillent chercher d'autres manières, par la capitalisation, qu'ils aillent épargner et placer leur argent pour le retrouver à la retraite. Mais donc tout le problème, et Michael a été un de ceux qui l'a découvert et a attiré l'attention dessus, c'est qu'on va devoir continuer à payer pendant 20 ou 30 ans la retraite de gens qui avaient cotisé sur 8 plafonds, avec des cotisations seulement sur 3 plafonds. Donc ce qu'on dit, c'est que ça fait une perte, c'est à vérifier, mais d'à peu près 3,8 milliards par an, dont on ne sait pas qui va le payer. Et puis, bien sûr, les fonctionnaires et les enseignants aussi, qui avant partaient donc avec 75% sur leur dernier salaire, calculé sans prime, et donc pour compenser leur perte, on leur a promis une revalorisation, mais bien sûr ça n'est qu'une promesse. Donc vous voyez, tout le monde est impacté, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que alors que la communication a été faite en fait sur les régimes spéciaux, on a dit voilà,
on va enfin se débarrasser des régimes spéciaux. Ceux qui sont concernés, c'est l'ensemble du régime général, c'est aussi les indépendants, c'est les caisses autonomes, bref, c'est absolument tout le monde. Les gagnants, ce sont les agriculteurs et les artisans commerçants qui n'atteignaient pas les 1 000 € de minimum contributif en ayant fait une carrière complète. Alors là, j'en arrive vraiment à la fin. On a donc, me semble-t-il, une insécurité sociale généralisée, notamment parce que les gens ne savent pas combien ils vont avoir. Et donc, ce n'est pas seulement les cadres supérieurs qui vont recourir à la capitalisation, c'est y compris vous, tous les jeunes qui se disent « Oh là là, attends, on n'y comprend rien, alors machin ». Nous, le plus sûr, c'est vraiment d'épargner. Et donc, c'est une invitation, d'une certaine manière, à ce que vous mettiez de l'argent de côté. Mais si vous mettez de l'argent de côté et que vous épargnez, vous aurez peut-être moins envie de vous occuper du régime public, en quelque sorte, et de solidarité. Il y a un risque de fragmentation et de sécession. Si les cadres ne cotisent plus et s'en vont, ils vont s'acheter une couverture individuelle. Ils risquent de se désintéresser de l'évolution du régime général. Il y a un risque d'appauvrissement généralisé, comme on le voit en Suède ou en Allemagne. Je crois qu'on peut dire que ça va coûter un pognon de dingue, même si on n'arrive pas à tout calculer, il y a des manques de cotisation, il va y avoir des compensations diverses, peut-être une revalorisation des fonctionnaires, et peut-être un risque de changement incrémental, c'est-à-dire tout petit au début, et puis finalement radical de notre modèle social. Là, je vais très vite, parce qu'il faut quand même que je laisse la parole à mon camarade. Pour vous rappeler que l'OCDE, qui propose toujours des réformes libérales, plaide pour un modèle en 3 piliers et pour l'augmentation de la capitalisation. L'idée de l'OCDE, c'est qu'il faut avoir un pilier public obligatoire finalement un peu réduit, et puis après on se débrouille, les gens s'ouvrent une retraite complémentaire dans les entreprises, et puis ils s'ouvrent une surcomplémentaire en quelque sorte en épargnant. Voilà. Mais donc, il faut réduire le pilier public, notamment pour avoir moins de dépenses et de prélèvements obligatoires. Donc, réduction du pilier public, retour à la promotion de l'épargne qui permet de soulager les budgets publics. Et petite phrase de l'OCDE qui nous dit vraiment, il est nécessaire que soit mis en place un cadre cohérent pour la retraite afin d'accompagner, d'encourager le recours à des produits de rente qui peuvent aider les particuliers à atténuer les risques d'investissement et de longévité. Voilà mon dernier slide. Oui, des inégalités subsistent. Il y a des inégalités dans notre système, tout le monde est d'accord. Même si beaucoup sont en cours de résolution. Mais on peut. Les principales injustices, elles concernent les femmes et les différences d'espérance de vie. Il y a 6 ans de différence d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers. 13 ans si vous prenez les 5% les plus modestes, 5% les plus aisés. Les principales difficultés peuvent concerner les polypensionnés et encore, c'est-à-dire les gens qui ont été dans plusieurs régimes, mais finalement c'est peut-être pas si compliqué que ça. On aurait pu rapprocher les régimes et améliorer la situation en restant dans un régime à annuité et à prestations définies pour rassurer les personnes. Et puis on aurait pu, quelques solutions, avoir plus de cotisations sociales, c'est pousser, promouvoir l'emploi des femmes, mettre en place des modes de garde pour qu'il y ait plus d'emplois. On aurait pu baisser le seuil de 150 heures de SMIC, ça veut dire que toutes les petites quantités de travail que vous faites en allant travailler au McDo et tout ça, je ne sais pas si vous le faites, mais on aurait pu les rentrer, parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'elles ne sont pas prises en compte. On aurait pu avoir, c'est une proposition de Thomas Piketty que je trouve intéressante, avoir un taux de remplacement dégressif selon le revenu. Et puis on aurait pu aussi, dans ces réformes, mieux prendre en compte la pénibilité. Mais donc, en effet, d'autres voies sont tout à fait possibles. Merci pour votre attention.
Bonjour à toutes et tous. Moi je suis économiste, désolé. Donc ça fait 1 an et demi que je commence à regarder cette réforme parce que j'aime bien les grosses réformes qui concernent tout le monde, et celle-là, moi je travaille sur la protection sociale en général. Il se trouve que cette réforme, j'ai pas le souvenir qu'on ait connu des réformes qui concernaient autant de gens d'un coup pour des masses financières aussi importantes. C'est Jean-Paul Delevoye qui disait faire le choix d'un système retraite, c'est faire le choix d'un modèle de société. Et de fait, très clairement, il est question de la retraite, il est aussi question du modèle social, mais même du modèle économique, de l'organisation socio-économique de la France. Et donc, pour ça, je trouve que c'est un enjeu vraiment intéressant. Avant de commencer mon exposé va porter sur les gros enjeux de la réforme d'un point de vue économique. Peut-être si par exemple j'essayais d'expliquer la réforme à un collègue universitaire allemand, suédois, italien. Souvent les universitaires discutent entre eux, ils disent alors, il y a des problèmes en France, c'est quoi l'enjeu de la réforme? J'essaierai de poser les gros enjeux qui rejoignent très largement ce qui a été Dominique. Mais peut-être avant d'expliquer à un collègue étranger la réforme, je voudrais prendre 5 minutes pour l'expliquer à votre voisin de palier. Pourquoi? Parce que, évidemment, les retraites, c'est technique, mais en fait, tous les sujets sont techniques. Si vous parlez de la politique du logement, c'est extrêmement technique, et si vous parlez de la politique d'éducation, c'est très technique. Pour autant, c'est aussi un sujet éminemment politique, et il est possible de résumer les grands enjeux, les grands choix et les grandes orientations de manière à ce que chacune et chacun puisse s'en saisir, puisqu'il n'y a pas d'enjeu plus important que l'école, que la protection sociale, et donc c'est un sujet sur lequel tout le monde est autorisé à avoir un avis, même si d'un point de vue technique, il y a des discussions sur lesquelles il faut rentrer dans les détails. Alors, cette réforme, si je devais la résumer en 3 points et en 5 minutes à mon voisin de palier, je dirais que le premier élément de la réforme, c'est la règle d'or dont parlait Dominique tout à l'heure. La règle d'or, c'est l'article 1 du projet de loi organique. Donc la réforme des retraites est organisée en 2 lois. Un projet de loi ordinaire, 140 pages, et un projet de loi organique, 9 pages. Une loi organique, c'est entre la Constitution et une loi ordinaire. Donc ça surplombe, ça organise. L'article 1 du projet de loi organique dit, il y a une règle d'or, le système de retraite ne peut plus être en déficit sur une période glissante de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met comme objectif prioritaire du système son équilibre financier, et on met cet objectif prioritaire à la place d'un autre objectif qui existait précédemment, qui est un objectif de niveau de prestation. Dans tous les systèmes de retraite, on a un niveau de prestation et on cherche à atteindre l'équilibre financier. Mais dans le système actuel, ce qui est inscrit dans la loi, c'est le niveau des prestations et son mode de calcul, et puis derrière, on cherche à ajuster les financements. Là, le principe de la règle d'or, c'est que ce que le système de retraite doit garantir, c'est pas le niveau des pensions, c'est l'équilibre financier. Ça, c'est le point. On reviendra dessus. Deuxième élément, qui ça concerne? On a beaucoup entendu des blagues, vous savez, sur la génération 75. Est-ce que les gens qui sont nés avant 75 sont concernés? Est-ce que les gens qui sont nés après 75 sont concernés? Est-ce que les jeunes dans la salle sont concernés? La réponse, c'est oui. En fait, tout le monde est concerné par la réforme. Tout le monde, pas les personnes actuellement retraitées, mais toutes les personnes qui sont nées après 1960 sont concernées. Simplement, il y a 2 volets de la réforme. Les personnes qui sont aux portes de la retraite, donc qui ont aujourd'hui plus de 45 ans. C'est des portes larges. Les personnes qui sont nées entre 1975, c'est pour ça que je dis 45 ans, enfin 1960, donc vraiment aux portes de la retraite, et 1975, sont concernés par un premier volet de la réforme. Ce sont des mesures d'économie de l'ordre de 12 milliards d'euros en 2027. En gros, c'est un durcissement des critères pour obtenir une retraite à taux plein qui vont se traduire par des économies importantes. Je reviendrai là-dessus. Qui consiste à dire soit vous partez 1, 2, 3 ans plus tard, soit votre retraite est diminuée. Ça, c'est le premier volet de la réforme et qui concerne les personnes qui ne seront pas dans le système à points dont on parle beaucoup. Ce volet de la réforme, il n'est pas dans la loi. Les décisions seront prises par ordonnance
par le gouvernement, par ordonnance, c'est-à-dire sans passage devant le Parlement, par le gouvernement, juste après le vote de la loi. Donc, les personnes nées entre 1960 et 1975 sont concernées. Et puis, il y a les personnes nées après 1975, à du nez majoritaire dans la salle, qui, elles, seront concernées par ce fameux système à points. Système à points dont la caractéristique principale, c'est d'être un système en pilotage automatique. C'est-à-dire, toute votre carrière, vous achetez des points, et arrivé au moment de la retraite, en fonction de l'âge que vous avez, de votre génération, du nombre de points que vous avez, de l'évolution de l'économie, vous pouvez constater votre montant de retraite. Et la caractéristique de ce système en pilote automatique, c'est que le système s'ajuste en permanence, on fixe le niveau des ressources, et on ajuste en permanence le niveau des pensions pour ne pas payer plus de pensions que ce qu'on a de ressources. Dans un tel système en cotisation définie, ce qui est garanti, c'est l'équilibre, et ce qui s'ajuste, c'est le niveau des pensions. D'accord ? Ça, c'est la réforme, si on veut la décrire en 3 points. 1, une règle d'or. 2, des mesures d'économie pour les personnes qui sont relativement proches de la retraite. Et 3, un système à points pour les personnes les plus jeunes. Maintenant, si on veut arriver aux grands enjeux, pourquoi est-ce que c'est un tournant pour la France de faire ça ? Je dirais qu'il y a 2 questions. La première, c'est un changement de trajectoire historique. Donc Dominique nous a tracé la trajectoire historique de la France. Au début, c'était des retraites pour lutter contre la misère, et puis c'est un système qui s'est développé et qui aujourd'hui est un succès. Et on est devant un choix, est-ce qu'on poursuit cette trajectoire ou est-ce qu'on fait un changement de trajectoire? Ça, c'est la première question. Une question, en gros, la question c'est combien d'argent on met dans notre système de retraite. Et puis, il y a une deuxième question, c'est quel système de retraite on veut? Comment on veut calculer les droits des gens? Est-ce qu'on veut les calculer en points? Est-ce qu'on veut les calculer en fonction de la carrière? Quelle idée on a derrière la retraite? Est-ce que la retraite doit être le reflet exact de toute la carrière? Plutôt le système en points. On retrouve dans sa retraite ce qu'on a mis. Ou alors, est-ce que la retraite, c'est la sécurisation du revenu en fin de carrière? Ce qui est plutôt la logique du système actuel. Ça, c'est les 2 enjeux de la réforme. Est-ce qu'on a un changement de trajectoire sur la place des retraites dans la société? Et ensuite, comment on organise la répartition des droits entre les individus? Donc, Dominique a dit, le système de retraite actuel, c'est une réussite. Alors, je compléterai en disant que c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Effectivement, quand on regarde les autres pays d'Europe, la France est un pays où les retraités vivent quasiment toutes et tous uniquement de leur retraite, on dirait publique, de leur retraite sociale. C'est-à-dire que dans la plupart des pays d'Europe, les retraités, alors il y a plus de retraités pauvres, c'est vrai, ils vivent plutôt moins bien, mais surtout, ils ont une retraite publique et ils complètent, pour ceux qui peuvent, par des systèmes privés, des épargnes, etc. En France, les retraités, en général, ils sont propriétaires de leur logement, donc ils n'ont pas de loyer à payer, mais à part ça, ils vivent uniquement de leur retraite. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt une réussite. Il y a des points faibles, Dominique les a cités. Vous avez plus de 40% des femmes qui ont des retraites inférieures à 1 000 €. Je pense que c'est même plus de 45% des femmes. C'est plus qu'un point faible, un point noir, qui est dû à la fois au fait que les femmes avaient des carrières heurtées, mais aussi à des choix qui ont été faits dans les réformes précédentes, d'amplification de ça. Et sur les autres points faibles, je ne reviens pas sur quelques choses. Et j'ai cité les 2 enjeux, changement de trajectoire, changement de logique. Alors, changement de trajectoire, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez peut-être déjà vu ce graphique. Alors, on va commencer par la courbe jaune. La courbe jaune, c'est la part des plus de... Non, celle du haut. Vous voyez pas le mec là. C'est la part des plus de 65 ans dans la population française. Tout au début du graphique, on est en 1960, et à la fin du graphique, on est en 2060. Donc, pas de surprise, la part des plus de 65 ans dans la population française augmente. On était à 12%, aujourd'hui on est à 20%, et en 2060, si tout se passe bien, on sera à quelque chose comme 27%. Pourquoi? À la fois parce que c'est des générations plus nombreuses qui arrivent à la retraite, mais aussi parce que l'espérance de vie s'allonge. Donc on a une société qui vieillit par l'allongement de l'espérance de vie. La deuxième courbe, c'est
c'est la part du PIB, donc la part du revenu annuel national, même la part du salaire en fait, qui est consacrée à payer les retraites. Au début de mon graphique, on est à 5 points de PIB pour payer les retraites en 1960. Et là où vous avez la flèche, on est à presque 14 points de PIB, 13,8, le niveau actuel. Et l'orientation initiale du gouvernement, c'était de dire on ne bouge plus. On gèle la part des retraites dans l'économie nationale à 14 points de PIB. En fait, maintenant, on sait que c'est plutôt on baisse. Mais pour simplifier, on va dire qu'on ne bouge plus. La question saute un petit peu aux yeux. Alors, historiquement, quand on a augmenté la part des retraites dans le PIB, c'est pas que parce qu'il y avait plus de 65 ans. Il y a eu d'autres raisons. Les retraites se sont améliorées. Les femmes ont eu des meilleures carrières et donc le droit aux retraites. On a fait la retraite à 60 ans, mais aussi il y avait un vieillissement de la population. Et toute cette évolution historique, on l'a accompagnée par des nouvelles ressources. Et en fait, quand on disait que c'était une réussite, on a inventé un nouvel âge de la vie. Avant, en fin de carrière, on n'était plus en état de travailler, il restait 1 ou 2 ans à vivre, et pour ça, il y avait un filet de sécurité sociale. Et dans les années 70, 80, 90 et aujourd'hui, on a inventé un nouvel âge de la vie, qui dure maintenant en moyenne 26 ans, un âge où on se repose, on est libéré du travail employé, on peut participer à la vie associative, on peut en gros faire ce qu'on veut. Et donc c'est une évolution sociale et anthropologique, et qui s'appuie notamment sur le système de retraite. Ça a été financé. Si vous gelez la part des retraites dans le PIB alors que la part des retraités augmente, mécaniquement, les retraites vont décrocher. Alors qu'est-ce qui va décrocher? Est-ce que c'est on aura moins d'euros? Non, les retraites, ça ne se compte pas en euros. Si vous voulez penser la retraite, l'unité de mesure, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est avec quelle part de mon salaire je pars à la retraite. Aujourd'hui, les personnes employées qui ne sont pas cadres, elles partent à la retraite en gros avec 70% de leur dernier salaire si elles ont une carrière complète. Ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, surtout beaucoup moins. Mais c'est ça leur demande. Si vous suivez cette courbe, on s'oriente vers un décrochage important des taux de remplacement. Alors, voilà. Alors ça, c'est le décrochage des taux de remplacement avant la réforme. Je ne suis même pas encore en train de parler de la réforme. Si... Oui, je suis pas la tête. On est aujourd'hui autour de 72% pour une retraite à taux plein dans le privé, 72% de son dernier salaire net. Et on prévoit, souvent on regarde la courbe orange, un décrochage qui va nous amener à quelque chose comme 65-66%. Donc un décrochage important. Et en fait, je ne sais pas si j'ai pris le meilleur graphique, un décrochage de l'ordre de 20 à 30%. Tout simplement parce qu'il y a plus de retraités et qu'on n'ait pas davantage de ressources dans le système. Ça, c'est avant la réforme. Alors, on pourrait se dire quel est le problème avec la réforme. Le problème avec la réforme, c'est qu'elle accélère cette trajectoire et elle la durcit. Il y a des mesures d'économie supplémentaires dans le cadre du système actuel qui sont prévues. Des mesures d'économie qui sont chiffrées à 12 milliards pour 2027. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la réglementation actuelle, qui fait déjà diminuer les pensions, ça a déjà un petit peu commencé, il y a 12 milliards d'euros d'économie à réaliser d'ici 2027 sur un tout petit nombre de personnes. Parce que le gouvernement a dit on veut réaliser 12 milliards d'économies sans augmenter les cotisations, sans toucher les personnes retraitées. On les a déjà fait payer il y a 2 ou 3 ans en désindexant les pensions. Et donc, on va faire des économies sur les personnes qui vont entrer à la retraite. Le problème, c'est que les personnes qui vont entrer à la retraite, elles ne sont pas très nombreuses, mécaniquement. Les gens qui sont au port de la retraite, là, il y a 5 ans. Faire 12 milliards d'économies dans le système de retraite qui fait 300 milliards, c'est pas un problème. C'est pour ça que si c'est 12 milliards de déficit, ça ne met pas en danger le système. Par contre, faire 12 milliards d'économies sur 4 millions de personnes, je vous laisse faire le calcul sur vos calculatrices, ça fait beaucoup. C'est plus de 2 000 euros, je crois, je ne sais plus. Comment ça se matérialise, ces économies? L'idée initiale, c'est l'âge pivot.
L'âge pivot, en gros, ça consiste à dire qu'aujourd'hui, vous avez un critère de durée. Il faut avoir cotisé 42 ou 43 ans pour avoir une retraite complète. On vous met un deuxième critère, un âge à atteindre, 64 ans en 2027. Et on va vous calculer un malus sur le moins bon des deux critères. Aujourd'hui, vous avez un seul critère, la durée. On vous rajoute un deuxième critère et on vous calcule un malus sur le deuxième des deux critères. Faire ça, ça permet de faire 12 milliards d'économies. Éventuellement, le gouvernement est ouvert à d'autres mesures qui permettraient de faire 12 milliards d'économies par d'autres moyens. Ça peut être reporter l'âge de la retraite, ça peut être allonger la durée de cotisation. Ça, c'est ma première réforme. Ce changement de trajectoire, il ouvre la place à des retraites par capitalisation. Évidemment, si les retraites décrochent, la retraite ne pourra plus, pour tout le monde, être le revenu exclusif des retraités. Vous aurez deux types de profils, et je dis ça assez assurément parce que c'est le cas général en Europe. La France est une exception. Le cas général en Europe, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont que leur retraite publique et qui vivent avec quelque chose qui est un peu mieux qu'un minima social, mais qui n'est pas très élevé, et notamment qui ne permet pas de maintenir son niveau de vie en fin de carrière. Donc, très concrètement, la question se pose par exemple de devoir déménager quand vous êtes en fin de carrière, de connaître un déclassement social. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, les personnes qui en ont les moyens, qui sont dans les bonnes entreprises, elles complètent par des retraites supplémentaires, par capitalisation, c'est-à-dire en fait avec des placements financiers. Le problème de ces placements financiers, c'est qu'en général, les gens n'épargnent pas assez. Il faut être dans la bonne entreprise, sinon on n'a pas accès au bon plan. Et ça a tendance à démultiplier les inégalités entre retraités. Et donc ce système à étage, Dominique en parlait, c'est le modèle dominant en Europe. Donc quand je dis changement de trajectoire, c'est ça. La question de fond, c'est soit on met davantage de ressources publiques, c'est-à-dire de cotisations sociales dans le système public, pour garder la caractéristique d'un système de retraite qui permet de vivre quand on est à la retraite, soit les retraites décrochent, et auquel cas il y a des gens qui vont connaître une retraite de déclassement, et d'autres qui vont essayer de surnager avec un système par capitalisation. Et c'est pour ça que la question du financement, c'en est pas vraiment une. Parce que de toute façon, il faudra payer davantage pour les retraites. Simplement, soit on va payer dans le système socialisé, avec des dispositifs de partage, de solidarité, etc. Soit on va payer dans un dispositif par capitalisation. Et donc le choix, c'est pas tellement est-ce qu'on met plus d'argent dans les retraites, c'est comment on met plus d'argent dans les retraites. Parce que plus d'argent, il n'y a pas de doute. Changement de logique, je vais vite parce que... Donc aujourd'hui, on est dans un système majoritairement dont la philosophie, c'est de sécuriser le niveau de vie en fin de carrière. C'est pas parfait. Dans le privé, c'est un peu moins le cas que dans le public, parce que dans le privé, notamment, il y a déjà un système à prendre. Mais l'idée est la suivante, et ça vient en fait de la retraite des fonctionnaires, ça a été théorisé beaucoup par Bernard Friot ou Nicolas Castel, qui sont deux sociologues qui bossent beaucoup sur la retraite. L'idée de la retraite, c'est qu'à la fin de la carrière, on vous maintient votre niveau de vie avec une portion raisonnable de votre dernier salaire. Dans le public, c'est exactement comme ça qu'on fait. On regarde le traitement indiciaire, donc le salaire hors prime, et on vous dit votre retraite, c'est 75% de votre dernier salaire. Donc quand on définit votre retraite, on ne regarde pas combien vous avez mis dans le système. On sécurise votre niveau de vie. En tout cas, c'est la philosophie générale. La philosophie du système à points, c'est pas celle-là, c'est la philosophie d'une pseudo-épargne. La justice dans le système à points, c'est de retrouver à la retraite ce que vous avez mis dans le système. C'est deux objectifs qui sont très différents. Et donc, toute votre carrière, vous achetez des points. Arrivé à la retraite, vous constatez la valeur du point. Et en fonction de votre carrière, vous avez un certain niveau de retraite. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, deux fonctionnaires qui finissent dans la même fonction vont avoir strictement la même retraite. Dans le cadre d'un système à points, au nom d'une justice contributive, on retrouve dans le système ce qu'on a cotisé, un fonctionnaire qui commence, on dirait, en bas de l'échelle, dans des fonctions peu qualifiées et peu rémunérées, et qui a une progression de carrière. En fin de carrière, il aura une moins bonne retraite que son collègue qui a les mêmes fonctions. Parce qu'en début de carrière, il a moins cotisé. Donc vous avez deux philosophies du système qui sont différentes. Il y a des gagnants et des perdants dans les deux cas. Mais simplement, on n'attribue pas le même rôle au système de retraite. Aujourd'hui, on est plutôt du côté salaire continué. Le système à points, c'est plutôt une pseudo-épargne dans un cadre public. Dernier élément quand même sur le système à points. Je vous ai dit, vous regardez la valeur du point quand vous arrivez à la retraite et ça vous dit votre retraite.
J'ai oublié un détail. En fait, vous n'avez pas forcément la valeur du point. Vous avez la valeur du point si vous avez atteint le bon âge, l'âge d'équilibre. L'âge d'équilibre, il est fixé à 65 ans pour la génération née en 1975, et après il augmente par défaut, ça peut changer, mais par défaut, dit la loi, il augmente de 2 tiers des gains d'espérance de vie, c'est-à-dire 1 mois par an. Ce qui veut dire que, j'ai posé la question à mes étudiants tout à l'heure, ils étaient en 98, pour cette génération-là, c'est 67 ans. Donc pour toucher la valeur du point, il faut atteindre 67 ans. Si vous partez à la retraite à 1 an avant, vous touchez 95% de la valeur du point. Si vous partez à la retraite à 63 ans, donc 4 ans avant, vous touchez 80% de la valeur du point. Et c'est par ce mécanisme d'âge d'équilibre toujours repoussé que le système s'auto-équilibre. C'est-à-dire pour ne pas avoir à mettre plus d'argent dans le système, on diminue la retraite systématiquement, à moins que vous alliez toujours un peu plus loin. Le problème d'aller toujours un peu plus loin, c'est que les statistiques nous le disent, les gens ne choisissent pas systématiquement l'âge de leur retraite. Pour aller très vite. Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite, c'est 62 ans. L'âge auquel, à 62 ans, 63 ans, vous avez 3/4 des personnes qui ont liquidé leur retraite. Mais en fait, à 60 ans, vous n'avez qu'une seule personne sur 2 qui est encore en emploi. C'est-à-dire qu'entre 60 ans et 62 ans, vous avez des personnes qui sont en retraite anticipée ou en pré-retraite, et beaucoup de personnes sont en chômage, en invalidité, en inactivité, etc. Et il est très vraisemblable que si vous déplacez l'objectif aussi vite, c'est-à-dire que si vous dites c'est 65 ans pour les gens nés en 1975 et puis 67 ans pour les gens nés dans les années 2000, les gens n'atteindront pas tous cet objectif-là. Il y a des personnes qui seront en mesure de l'atteindre, mais statistiquement, la plupart des gens ne l'atteindront pas. Et donc ça se soldera un peu par un allongement de la durée de carrière et un peu par la baisse des pensions dont on parlait tout à l'heure. En conclusion, est-ce que finalement on n'est pas obligé? Il va y avoir plus de retraités, est-ce qu'on peut vraiment financer le système de retraite? Le premier élément de ma réponse, ce que je vous disais tout à l'heure, oui on peut, parce que de toute façon, si les retraites baissent, il y aura de l'argent qui partira dans un système par capitalisation. Donc le choix, c'est plutôt, est-ce qu'on met dans un système par capitalisation ou est-ce qu'on oriente dans un système par répartition? Mais j'ai regardé dans les documents du Conseil d'orientation des retraites combien ça coûterait de maintenir le niveau de vie des retraités à son niveau actuel. Donc la courbe rouge, avant la réforme, c'est l'évolution du niveau de vie des retraités année après année. Donc nous, on est à la jonction de la courbe rouge et de la courbe bleue. Aujourd'hui, les retraités ont en moyenne le même niveau de vie que les actifs. Depuis 2015, ça commence à baisser. La courbe rouge, c'est ce qui est prévu sans réforme. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être sur la courbe bleue? Franchement, pas grand-chose. Il faudrait augmenter en 30 ans le taux de cotisation sociale de 5 points, c'est-à-dire de 0,2 points de cotisation par an. Je ne sais pas comment vous expliquer combien ça fait. En gros, ça fait à partager entre les employeurs et les salariés, selon les niveaux de salaire, ça fait moins de 10 € d'augmentation par mois. C'est beaucoup moins que les augmentations de salaire. Les fonctionnaires dans cette salle, ils subissent depuis 10 ans des augmentations de taux de cotisation de 0,27%, donc plus que ce que je raconte depuis 10 ans. Personne n'en parle, ça se remarque même pas. On remarque c'est que c'est gelé, etc. En gros, ce que je veux dire, c'est que le débat sur l'avenir des retraites, quand vous parlez de retraite, vous voulez équilibrer le système, il y a toujours 3 leviers. Le niveau des pensions, qui sont orientés à la baisse. L'âge auquel les gens partent, on peut aussi en discuter. Et les cotisations qu'on met dans le système. Et dans notre système, on a toujours mis un peu des 3. Dans les réformes précédentes, on a plutôt été sur l'âge. On n'a pas trop touché au niveau des pensions, on a poussé les critères d'âge, et on a quand même rajouté un peu de cotisation. L'enjeu principal pour le gouvernement avec la réforme, et c'est là où est le changement de trajectoire, c'est d'écarter définitivement le levier de cotisation et de dire dorénavant, l'intégralité des ajustements se fera sur l'âge et niveau de pension. Et donc avec un choix permanent de partir plus tard, ou avec moins, ou un petit peu des deux. Dernier graphe et je me tais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il ne s'agit pas de faire baisser les salaires des actives et des actifs. Si
si on n'augmente pas le taux de cotisation, c'est-à-dire si on le laisse au niveau actuel, vous allez avoir les retraites et les salaires qui vont diverger. C'est-à-dire qu'en fait, les salaires vont s'envoler tandis que les retraites stagnent. Le trait du haut, là, c'est le salaire net moyen sans hausse de cotisation. C'est les projections du Conseil d'orientation des retraites. Le trait du bas, c'est la retraite moyenne sans augmentation de cotisation. Vous voyez ce qui se passe, ça ne baisse pas en euros, mais un retraité dans les années 2060 ou 2070, il a complètement décroché du niveau de vie des actifs. Il s'est appauvri dans la société dans laquelle il vit. D'ailleurs, potentiellement, il est sous le seuil de pauvreté. Mon hypothèse, c'est qu'une hypothèse, on peut dire plus ou on peut dire moins, mais si on veut stabiliser les évolutions, donc augmenter les cotisations de 0,2 par an, et bien vous arrivez sur les courbes intermédiaires. Le salaire net moyen avec hausse de cotisation est un peu moins haut, c'est-à-dire que les salaires continuent d'augmenter, mais moins vite qu'avant, mais pas beaucoup moins vite. Vous voyez, la différence n'est pas énorme. Et les pensions, elles augmentent au même rythme que les salaires. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on accroche l'évolution des pensions à l'évolution des salaires? Est-ce qu'on l'accroche au moins un petit peu? Ou est-ce qu'on la laisse complètement décrocher? Et ceux qui veulent se raccrocher, se tournent vers les systèmes privés. Voilà, j'ai fini. On vous remercie beaucoup pour cette intervention assez claire. Je pense qu'il y a quand même pas mal de questions dans l'Assemblée, donc et on va se promener avec pour vous les donner, pour qu'on puisse entendre vos questions, éventuellement vous puissiez répondre. Oui, bonjour. Depuis 2-3 jours, les médias nous rabattent les oreilles avec ce qu'ils appellent une étude d'impact qui serait officielle, j'ai bien compris, et qui tend à montrer, alors je veux savoir si c'est de la pure propagande, si on peut déjà analyser le document ou s'il est trop récent pour le faire, qui tend à montrer que certes l'âge de la retraite globalement va reculer, mais que ça se traduirait, contrairement à ce que beaucoup disent, par une hausse des pensions de retraite de l'ordre de 20% en moyenne, et même de 40% pour les pensionnés les plus pauvres. Je vous avouerai que je ne crois pas une seconde, enfin j'aimerais quand même avoir votre avis sur cette étude d'impact, d'où elle sort, et est-ce qu'on peut en faire déjà une critique méthodologique. Y a-t-il une autre question? Vous répondrez pour... Dans votre exposé, je pense que ça serait intéressant aussi de rajouter comme élément d'information, au cas où il y a des gens qui seraient séduits par le régime par capitalisation, ce que c'est vraiment que le régime par capitalisation. Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on met de l'argent de côté et puis qu'on le récupère à la fin. Mais c'est pas exactement ça. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions. L'une, c'est, puisqu'on pourrait, avec un taux de variation des cotisations assez faible, garder un équilibre acceptable, pourquoi pas? Et l'autre, c'est par rapport à cette histoire de valeur du point. Donc, imaginons que j'arrive à 69, 70 ans et que je puisse prendre ma retraite. Est-ce que mon point, il reste stable? Ou est-ce que quand j'aurai 74 ans, il peut baisser? Quand j'aurai 76 encore, etc. Et par ailleurs, merci pour cette remarque sur les fonds de pension qui se cassent la figure et qu'ont mis certains Américains dans la rue il y a quelques années. Peut-être que j'ai pas du tout compris, j'ai jamais fait d'économie, mais de ce que j'ai compris, le problème c'est qu'on a un vieillissement de la population et du coup on se demande comment est-ce qu'on va payer les retraites d'une population qui va augmenter. Mais est-ce qu'on a envisagé la solution d'augmenter la part d'immigration pour rajeunir la population ou est-ce que c'est trop polémique? Bonsoir. Bonsoir, voilà. J'ai pas vraiment une question, parce que bon, je partage ce qui vient d'être dit, puis
par ailleurs, je suis syndicaliste, donc voilà. Il y a deux choses. Vous n'avez pas parlé du bien vieillir, c'est-à-dire qu'il y a l'âge de vieillir en bonne santé. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on prend sa retraite, ça c'est une notion importante, on a un certain nombre d'années, on est encore en bonne santé, et la plupart des personnes à partir de 60 ans et après, vous l'avez dit un peu rapidement, mais ont des maladies, ont des insuffisances, etc. Et donc cet âge est en train de se réduire. Et pour les catégories les ouvriers, par exemple, on sait par exemple que les éboueurs de la ville de Paris, ils meurent tous avant 60 ans. Voilà, on le sait. Et donc voilà, et donc à un moment donné, voilà, il y a cet âge en bonne santé, enfin vivre sa vieillesse en bonne santé, c'est important, c'est en train de se réduire. Deuxième information, j'ai de la famille aux États-Unis, et quand il y a eu de la crise en 2007-2008 par là, ma tante, qui était infirmière la moitié de sa vie et enseignante de français et d'espagnol l'autre moitié de sa vie, ses retraites étaient strictement toutes par capitalisation, donc elle a perdu toutes ses retraites d'infirmière, donc la moitié de ses revenus. Voilà ce qui arrive. Et aujourd'hui encore, les camionneurs, par exemple, c'était dans le monde diplomatique, mais c'était dit ailleurs, il manque 360 millions de dollars pour payer les retraites des gens qui mettent par capitalisation, parce qu'il suffit de la moindre fluctuation, de la moindre crise économique, et la première chose qu'on perd, c'est sa retraite par capitalisation, par la chute de ces entreprises qui collectent cet argent. Voilà. Est-ce que vous commencez à répondre ou est-ce qu'on prend encore d'autres questions tout de suite? Non, on va commencer à l'étude d'impact, plus généralement. Donc l'étude d'impact, c'est quand vous avez un projet de loi, vous êtes obligé de faire une étude d'impact, donc de voir ce que ça va donner. Il y a un vrai problème avec cette réforme, ça a été signalé depuis longtemps, y compris par des gens qui sont favorables au système à points, voire même qui l'ont conçu. Il y a un problème de transparence complet sur les données et projections. Heureusement, le gouvernement en fait plein, ne serait-ce que pour calibrer la réforme, dire combien va être le point, etc. À quel âge on mettra l'âge d'équilibre. Et alors qu'en France, on a une vraie transparence sur les données grâce au Conseil d'orientation des retraites, on est super outillé, on peut avoir un vrai bon débat sur les retraites. La réforme, elle est sous le sceau du secret. On n'a pas les chiffres pour discuter. Et donc les chercheuses et les chercheurs ont fait du cluedo. Ils disent un truc, donc on essaye de déduire, ils sont là, etc. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et sur l'étude d'impact, c'est un petit peu la même histoire. Il y a des journaux qui ont sorti des courbes qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que non, les pensions ne vont pas augmenter, sauf à faire une hypothèse que les gens partent tous à 68 ans dans 20 ans. Voilà. Puisque l'objectif affiché, c'est de faire des économies financières, il n'est pas possible que les pensions augmentent. Après, on va rentrer dans les détails. Sur la capitalisation, ça a été dit, la capitalisation, c'est pas une tirelire cochon, effectivement, c'est faire des placements financiers. Donc en gros, acheter des actions. Ça veut dire que votre retraite est indexée sur le cours de la bourse. Ça pose énormément de problèmes, des problèmes d'inégalité, un énorme problème de sécurité, parce que la croissance d'une économie, c'est comme ça peut être comme ça, et c'est rarement comme ça. Or, un cours de bourse, c'est hyper heurté. Et donc, selon que vous partez à la retraite en 2007, vous pouvez être très riche avec vos actions. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des gens qui partaient hyper tôt à la retraite, parce que leurs actions étaient très élevées. Et puis, vous partez en 2008, votre retraite s'est évaporée. Donc, il y a un vrai enjeu d'insécurité. Puis, il y a un troisième enjeu, c'est d'opposer vraiment les intérêts des retraités et des salariés. Pas simplement parce que les cotisations seraient trop élevées, mais à un moment donné, quand vous avez... pour rendre les placements financiers rentables, vous pouvez être amené à prendre des décisions, par exemple, très défavorables à l'emploi. On va fermer un établissement pour rapatrier des liquidités et payer les retraites plus vite. Donc là aussi, ça pose des problèmes. Et globalement, en comparaison internationale, ce que disent les études, c'est que plus il y a de systèmes par capitalisation, plus vous avez d'une part des inégalités, et d'autre part, plus le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs est faible. En gros, le système public a tendance à être plutôt égalitaire et plutôt à augmenter le niveau de vie relatif. Sur l'immigration,
il y a des politiques migratoires différentes qui ouvrent et qui ferment les portes. J'aurais tendance à dire au premier ordre, évidemment la démographie a à voir avec ça, et donc l'immigration c'est un des flux démographiques, mais l'immigration, globalement, ça ne se manipule pas. Même les lois qui sont censées durcir l'immigration, à mon avis, elles ont plutôt tendance à durcir les conditions de l'immigration, mais un flux migratoire, c'est pas un robinet, ça dépend de plein d'autres choses, et donc ça ne peut pas être conçu comme une solution pour activer ou pas. C'est pas mon premier élément de réponse. Quelques autres questions sur le bien vieillir. Je pense que c'est une question très importante et pas mal de gens qui disent, ça paraît absolument évident, que la vraie réforme qu'il aurait fallu faire et la vraie difficulté aujourd'hui dans laquelle sont plongés des tas de familles, c'est la dépendance. Vous avez des tas de familles qui ne savent pas qui n'arrivent pas à payer. Il y a des restes, ce qu'on appelle le reste à charge, extrêmement élevés pour placer les personnes âgées dans les établissements. C'est épouvantable. Il y a eu un rapport très récent dont on n'a pas parlé, fait par l'ancien directeur de la Sécurité sociale, Dominique Libaud, qui proposait que l'on mette 10 milliards dans la prise en charge de la dépendance. Et évidemment, la réforme des retraites a fait complètement écran et on peut penser que la réforme de la dépendance ne va pas être mise en place, après été beaucoup plus importante. Sur le reste que vous avez dit sur l'espérance de vie en bonne santé, les éboueurs, etc., c'est d'ailleurs un des points faibles de notre système aussi aujourd'hui qui prend très mal en compte les différences d'espérance de vie, les différences d'espérance de vie en bonne santé. Donc on peut vraiment progresser sur ces questions-là, mais évidemment la réforme ne prend pas ce chemin. Et sur la capitalisation, je vous renvoie, j'ai des collègues à l'IRISO, à Dauphine, qui travaillent sur ces questions-là. Je pense à Sabine Montagne, tout un groupe de personnes qui ont vraiment investigué, dont c'est la spécialité, ces questions-là, mais qui l'ont regardé avec la réforme des retraites. Ils font un blog qui s'appelle Hypothèse, sur lequel vous trouverez des tas de textes sur ces questions-là, sur évidemment la volatilité et le risque d'augmenter la capitalisation, et le fait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des injonctions des organisations internationales à ce qu'on développe ça. On apparaît vraiment comme nous, les vilains petits canards, qui restons sur des vieux systèmes de répartition et qui n'ouvrons pas suffisamment la porte à la capitalisation, ce qui nous permettrait, nous dit-on, de financer les entreprises. Vous pouvez regarder aussi, il y a eu un débat à l'EHESS hier entre Piketty, Penny et Sabine Montagne. Vous pouvez y accéder, c'était très très intéressant. Vous verrez le texte de Sabine Montagne sur ces questions. Bonsoir. Merci, j'ai tout compris. Et en fait, tout à l'heure, vous disiez qu'avec la nouvelle réforme, ou celle qui est proposée, les agriculteurs seraient gagnants. En laissant les choses en l'état actuel, qu'en serait-il pour eux? Puisqu'en fait, l'idée, c'est quand même que chacun ait une retraite décente. Ensuite, vous parlez de pénibilité. Il est clair que la pénibilité du travail d'il y a de nombreuses années n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est remis en cause également sur les régimes spéciaux. Et c'est là où, en fait, quand on discute entre voisins de palier, on se rend compte que c'est là où on n'est pas d'accord. C'est oui, il faut revoir pour les cheminots leur pénibilité du travail. Oui, les profs, ils peuvent quand même travailler jusqu'à 67 ans. Oui, etc., etc. Donc la pénibilité, c'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table, ça c'est sûr. Et comment dire, la sécurité sociale, ce n'est pas que la retraite, c'est aussi la santé. Donc est-ce que le point de vue de la dette de la sécurité sociale est aussi vu sur la santé? Puisque si on rajoute des années à des personnels comme nous, fatigués, etc., au bout d'un certain temps, à mon avis, je vais bien être malade vers 60 ans. Voilà, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir des questions d'élèves aussi, de jeunes? Et moi, j'aimerais bien avoir la réaction de jeunes, pas seulement des questions, mais des réactions sur qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça vous paraît complètement éloigné et vraiment sans aucun rapport avec votre vie? Ou bien est-ce que ça vous fait réfléchir, ça vous fait vous poser des questions et ça vous intéresse finalement? Moi, je suis pas sûre qu'à votre âge, ça m'aurait intéressé. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question sur la démarche des gouvernements successifs qui
qui s'acharne quand même, on le voit, à repousser l'âge de la retraite, alors que on peut penser, d'après ce que vous nous avez dit et d'après ce que je pense savoir, que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, même dans la démarche, même dans l'objectif de faire des économies, puisqu'on voit qu'il y a un taux de chômage des seniors élevé, que ça pose un certain nombre de problèmes qui font que les économies qu'on fait sur les retraites, on ne les fait pas ailleurs et on dépense plus d'argent ailleurs. Donc pourquoi s'acharner à faire ça pour faire des économies, alors même que, bon, vous l'avez dit, par ailleurs, ce ne serait pas forcément nécessaire de faire des économies là-dessus. Voilà. Moi, c'est un petit détail, mais c'est une question que vous avez oublié à laquelle vous avez oublié de répondre tout à l'heure. C'était, est-ce que la valeur de la retraite touchée par le retraité sera réévaluée chaque année par rapport à la valeur du point, ou est-ce qu'une fois qu'il l'a, il la garde jusqu'à la fin de sa vie? Bonsoir, d'ailleurs merci pour cette présentation très intéressante et très instructive. C'était pour savoir, pour continuer sur ce qui a été dit précédemment sur la pénibilité, concrètement comment est-ce qu'elle va être prise en compte, parce que c'est un peu flou encore aujourd'hui. Le gouvernement en a pas mal parlé, mais on ne sait toujours pas concrètement ce qui va se passer. Est-ce que vous auriez des points d'éclaircissement pour savoir comment est-ce qu'on pourrait savoir, et si les régimes spéciaux sont supprimés, qu'est-ce qui pourra les remplacer, ou est-ce qu'ils seront remplacés tout court? Bonsoir, je voulais vous demander, c'était aussi par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur à quel point on était intéressé. J'ai entendu certaines personnes dire que de toute façon, il y aurait une autre réforme après qui allait régler celle-là. Est-ce que d'après vous, je pose notamment la question à M. Zemmour qui est économiste, vous pensez que c'est réaliste d'avoir ce genre d'espoir? Quelques éléments de réponse, peut-être. Sur ce qui vient d'être dit, est-ce qu'au contraire, on ne peut pas penser plutôt que les réformes à venir vont augmenter le problème, aller dans le même sens, mais encore pire, et que du coup, ce serait une gradation et une première étape vers une continuation de réformes dans ce sens-là, qui donc n'irait pas dans le bon sens a priori. Donc oui, on ne subirait peut-être pas cette réforme directement, mais une réforme qui irait dans ce sens et encore plus loin. Est-ce que ce ne serait pas plutôt à ça qu'il faudrait s'attendre ? Oui, par rapport à la question des simulations, on est dans les élucubrations un peu en ce moment, comme on a expliqué, on n'a pas vraiment d'éléments. Mais il y a un pays qui a expérimenté cette réforme depuis 20 ans, c'est la Suède. Et là, on peut concrètement mesurer quels sont les effets d'un système à points. Alors, il faut d'abord dire que la Suède, elle avait des réserves, elle avait un taux d'emploi des seniors très élevé, bien plus que chez nous. Elle a mis en place des mesures pour qu'on ne licencie pas les seniors avant 67 ans. Et donc voilà, déjà c'était des éléments qui étaient quand même meilleurs que chez nous. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Quand même évidemment une baisse des pensions, un taux de remplacement qui est passé de 70 à 56 ans, et qui en fait équivalait à la perte de 4 années, enfin pour avoir à peu près le même niveau de retraite qu'avant, il faut dès maintenant travailler 4 ans de plus. Donc vous voyez, ils n'ont pas d'âge pivot, d'âge d'équilibre, ils peuvent toujours partir à 61 ans, mais ils ont vu leur retraite baisser. Alors baisser par le simple calcul de ce système, mais aussi baisser quand les résultats économiques n'étaient pas bons. Il y a eu 3 années pendant lesquelles les retraites, et ça répond à la question de madame, elles ont baissé de 3%, 4%, 2%. Voyez. Et alors, comme ils avaient des réserves, bon, ils ont un peu compensé tout ça, ils n'ont pas appliqué tout, mais nous, on ne sait pas trop quelles seront nos réserves dans notre système, donc je ne suis pas capable je crois qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui que les retraites ne baisseraient pas. Et par rapport à la question aussi je trouve intéressante, est-ce que finalement
on a cette réforme et puis est-ce qu'après, on peut repartir à zéro sur autre chose? Non, on se rend compte que quand on a mis en place une réforme structurelle comme celle-ci, et c'est le but d'ailleurs de ces réformes, c'est de dire on n'aura plus à ajuster, ça va s'ajuster tout seul. Il y a des mécanismes automatiques qui font que ça va s'ajuster tout seul. Et alors là, moi, personnellement, je pense qu'on ne revient pas en arrière par rapport à un système de... Mais c'est ma vision des choses, mais je pense qu'on ne revient pas en arrière. Bonsoir, merci pour vos propos éclairants. Moi, je voulais juste donner mon avis, justement, et je pense qu'au-delà des questions économiques, que je comprends pas trop, mais ça pose des questions de fond par rapport à un choix entre une société qui se voudra plus financière et plus individualisée, et une société qui se veut plus solidaire et oui, c'est ça, de l'entraide, et une société qui veut vivre mieux et plus longtemps. Donc je voulais apporter ces réflexions au débat. Merci. Bonsoir, moi je voulais savoir si du coup vis-à-vis de ce portrait assez noir que vous nous dressez de la réforme, est-ce que vous êtes optimiste vis-à-vis des négociations et des mouvements de manifestation et des possibilités de changer du gouvernement, ou est-ce qu'on y aura droit dans tous les cas? Bonsoir, j'aurais une question. Je suis professeure d'allemand ici, donc en classe préparatoire. Je suis souvent interpellée aussi sur le comparatif avec l'Allemagne, parce qu'un des arguments avancés, c'est puisqu'en Allemagne on travaille déjà jusqu'à 67 ans, pourquoi nous les Français on ne serait pas capables d'en faire autant? Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne réfléchit jamais, on n'inclut pas les paramètres du chômage des jeunes, qui est quand même très important en France, contrairement à l'Allemagne, 20% pour la France, 4,7% en Allemagne, et que ce soit jamais évoqué, c'est-à-dire est-ce que la réforme on table sur le même taux de chômage actuel pour la population globale, et en particulier des jeunes, alors qu'en principe c'est un système qui doit être financé par les actifs en premier lieu. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question concernant le déficit qui est annoncé par le corps d'ici 2025, donc de 5 ou 8 à 17 milliards d'euros. Et parce qu'il y a certains rapports de certains économistes ou de quelques syndicalistes, etc., qui ont affirmé qu'il n'y aurait soit pas ou peu de déficit d'ici 2025, voire même un excédent dû par exemple à le remboursement de la dette sociale, à des économies sur l'inéthique, etc. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, est-ce que c'est vrai ou pas. Bonsoir, je voulais juste revenir sur deux autres questions. Est-ce que les points vont être calculés en fonction de l'inflation, par rapport à la question précédente? Et aussi, est-ce que l'âge, je ne sais pas si c'était évident ou c'est pas moi qui ai compris, mais est-ce que l'espérance de vie et l'espérance de vie tout court, ou l'espérance de vie en bonne santé, est-ce qu'on prend, enfin, quel chiffre on utilise pour calculer à quel âge on devrait aller à la retraite? Il y a une question qui est revenue, c'est pourquoi ils font ça. Je pense que ça a été dit, c'est une question de vision du monde. Il y a un sociologue qui s'appelle Karl Polanyi et qui a analysé l'émergence de la protection sociale en Europe, en gros, au XXe siècle, et qui dit que c'est un mouvement de réaction au salariat, au capitalisme, par un mouvement de démarchandisation. C'est-à-dire que le capitalisme fait que le travail est une marchandise. En gros, pour avoir un revenu, il faut travailler. Et c'est tellement violent pour les sociétés qu'il y a un contre-mouvement qui est de sécuriser une partie du revenu, ce qu'on appelle la démarchandisation du travail, et donc, avec la retraite, le chômage, les allocations familiales, l'assurance maladie, on fait qu'il y a une partie de votre revenu qui ne dépend pas de votre travail sur le marché.
qui est déconnectée et démarchandisée. Et il me semble que ce à quoi on assiste, et là il y a un choix de société, c'est une tentative de remarchandisation du travail. Et donc je pense que fondamentalement c'est ça le projet, c'est de dire ok, un filet de sécurité d'accord, mais au-delà, tout doit être mérité par le travail, alors pas au sens être actif socialement, mais le travail qui va être générateur de profit. Et donc, pour gagner des points, il faut être à son poste, et même la retraite, il faut la mériter soit par son travail, soit par ses placements financiers. Donc il y a vraiment un enjeu. En gros, vous avez deux modèles de société. Est-ce qu'on fait son travail toute sa vie, et une fois qu'on a fini sa carrière, on a une sécurité de maintien du niveau de vie, ou alors est-ce qu'on a un niveau de sécurité minimal qu'il faudrait compléter par son utilité économique, toujours approuvée par le fait d'être à son poste de travail ou d'avoir un placement financier. Ça me permet de dire, on entend souvent les jeunes n'auront pas de retraite, c'est pas vrai du tout. C'est pas ça le débat. Les jeunes auront une retraite, sauf avenir non prévisible. Mais tout ce qu'on peut voir autour de nous dit les jeunes auront une retraite. La question c'est est-ce que la retraite des jeunes sera un filet de sécurité, ou est-ce qu'ils auront droit à ce à quoi ont eu droit les retraités des années 80, 90, 2000 et 2010, c'est-à-dire une retraite qui permet de maintenir son niveau de vie plus ou moins. C'est ça la question de fond. Les pensions liquidées, donc une fois qu'on a touché sa retraite, ça sera comme aujourd'hui, c'est-à-dire que si tout va bien, ça évoluera comme les prix, c'est-à-dire moins que les salaires, donc un décrochage lent des pensions, comme aujourd'hui. Si ça va mal, on a la possibilité de les désindexer, c'est-à-dire en gros de geler le montant de la pension alors que le reste augmente. C'est la même situation qu'aujourd'hui où c'est indexé, sauf quelques années où on fait des économies où on désindexe. Le point, dans le calcul, il évoluera comme les salaires, ce qui est plutôt rassurant. Simplement, on ne pourra pas toujours toucher son point, parce qu'il faudra aller toujours plus loin à cet âge d'équilibre. Donc le point, c'est une valeur d'affichage, la valeur du point qui évolue, mais on ne touche pas directement son point si on n'atteint pas l'âge d'équilibre, qui recule d'année en année. Le déficit, en gros, oui, il y a un déficit, mais il est largement comptable, c'est-à-dire qu'il a été créé par le gouvernement, qui a baissé un petit peu les recettes de cotisation sociale d'un côté, qui a employé un peu moins de fonctionnaires de l'autre. Ce qu'il faut retenir sur le déficit, c'est pas est-ce qu'il est là ou pas là, c'est que trouver 12 milliards dans un système qui en fait 300, c'est pas un problème. Ça coûte pas cher. Ce qui est un choc par contre, c'est de vouloir faire peser 12 milliards sur très peu de personnes au moment où elles partent à la retraite. Est-ce qu'on reviendra sur les réformes? Je ne sais pas, par contre on sait qu'il y a ce qu'on appelle une dépendance de santé. Des réformes qui ont eu lieu à un moment ont des répercussions très longtemps après. Aujourd'hui, notre système de retraite il est très marqué par des réformes qui ont eu lieu en 1993, très marqué dans ses évolutions. Et la réforme qui nous est proposée, elle se présente comme la dernière des réformes après laquelle le système est en pilote automatique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir dessus dans un sens ou dans l'autre, mais ça veut dire que c'est des changements structurels qui ont des répercussions longues. Et sur l'économie politique de la réforme, est-ce que vous pensez que c'est plié ou pas? Moi, je ne le dis pas du tout dans les boules de cristal. Simplement, 3 éléments de réflexion. Un, ils n'ont pas fait selon le manuel de la réforme. D'habitude, quand on fait une réforme des retraites, on la fait à la découpe. Une fois les régimes spéciaux, une fois le public, une fois le privé. J'ai jamais vu de réforme qui concernait autant de secteurs et autant de générations à la fois, avec une opposition extrêmement forte. C'est le premier point. Deuxième point sur l'économie politique de la réforme, et c'est pas pour jeter la pierre à un tel ou à un tel, à aucun moment le gouvernement s'est mis en situation de trouver un terrain d'entente, un milieu dont on pourrait discuter. Il a un projet, et pour l'instant, l'attitude c'est tout le projet ou rien. Et ça, vous voyez ça avec un président de la République qui met très en avant son Premier ministre, qui lui-même ne se mouille pas tellement, et la réforme n'a pas évolué du tout depuis le début. Donc ça se présente vraiment comme un bras de fer particulièrement dur, avec des grèves dures, une opinion publique qui est plutôt massivement opposée à la réforme, et un gouvernement qui dit on passe tout ou on passe rien, donc qui se met en situation de tout passer, mais qui place aussi le Premier ministre en situation de fusil. C'est ce que je peux dire. Peut-être pas pour tout reprendre, mais rajouter quelques petites choses. Il y a des économistes, parce qu'on se dit comment on va pouvoir... pourquoi ça marcherait ce système qui consiste à repousser toujours l'âge? Il y a des économistes qui parlent d'effet d'horizon, c'est-à-dire qu'à mesure que les dispositifs nous obligeront à repousser l'âge de la retraite, peu à peu les gens changeront de comportement.
et se mettront en effet tout naturellement à travailler plus longtemps et tout ira bien. Et évidemment, ça pose la question que vous avez posée à plusieurs reprises, c'est-à-dire celle de la pénibilité, et ça pose finalement la question du travail. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne parle jamais du travail dans ces affaires. Or, on sait très bien, et même les enquêtes de la CFDT l'ont montré, les enquêtes de la CFDT elles ont montré que 40% des ouvriers et des employés disaient que le travail, il les dégradait. Il dégradait leur santé. Donc, tant que vous n'aurez pas amélioré radicalement les conditions de travail, et en France elles sont quand même particulièrement dégradées, vous n'arriverez pas à faire ce genre de réforme. Bien sûr, si le travail était épanouissant pour tout le monde, si c'était une vallée de miel et de roses, peut-être qu'après tout on voudrait bien travailler jusqu'à 70 ans, pourquoi pas, ou s'il y avait un temps de travail plus réduit, des congés, des pauses, pourquoi pas? Mais on n'en est pas du tout là. Et donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas pouvoir tenir. On parlait des aides-soignantes tout à l'heure, mais tous les métiers pénibles, les gens ne vont pas pouvoir tenir. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'appauvrir considérablement, puisqu'ils seront obligés de s'arrêter. Et ils auront des malus monstrueux. Donc c'est vraiment ça le problème. Alors la CFDT dit qu'elle va se battre là-dessus, mais là, on a quand même un énorme chantier, puisque là, peut-être vous vous souvenez ou pas, c'est qu'on avait mis en place avec la réforme Touraine un compte de prévention de la pénibilité qui permettait d'avoir 10 critères qui vous donnaient en gros la possibilité de partir plus vite à la retraite. Dès qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ce système a été revu et on a sorti notamment quatre critères de pénibilité, notamment les risques chimiques et tout ça. Bref, et puis là on revoit le dispositif de catégorie active. Donc, c'est une question extrêmement importante, celle de la pénibilité et de la santé. Et puis, je voudrais juste revenir sur une chose extrêmement importante que Michael a dite, c'est la question, c'est comment. C'est-à-dire, regardez les dépenses de santé. Certains disent que la prochaine attaque, ça sera contre notre système d'assurance maladie. Les dépenses de santé, elles sont les plus élevées dans le monde aux États-Unis. Mais ce sont des dépenses qui sont prises en charge soit par les entreprises, soit par les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire avec de gigantesques inégalités. Le but, ce que ne supporte pas un certain nombre de personnes dans notre pays, c'est qu'on ait des gros prélèvements obligatoires. C'est-à-dire qu'une grosse partie de tout cela soit gérée de manière solidaire. On essaye de mettre un peu de justice dans le système et qu'il y ait de la redistribution. Ce que voudrait un certain nombre de personnes, c'est qu'on ait beaucoup moins de parts obligatoires et beaucoup plus de liberté. Il y a tout ça dans le régime universel. Vous savez, la modernité de l'universalité versus le vilain régime corporatiste conservateur, et l'idée que il faut vraiment rompre avec une série de vieilles choses et rompre avec le trop grand poids des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques. Et ce que Michael a dit de très important, c'est qu'on aura les mêmes dépenses, simplement elles seront prises en charge autrement, elles seront prises en charge beaucoup plus par les personnes elles-mêmes, et donc elles seront beaucoup plus accessibles aux inégalités de revenus entre les personnes. On sait très bien que ça se passe comme ça aux États-Unis. Et puis sur l'Allemagne, alors on nous dit que c'est 67 ans, mais il y a plein de dispositifs qui permettent de partir de façon anticipée. Donc sur les âges de départ, sur les âges c'est super compliqué. Il y a les âges légaux. Par exemple, en Suède, c'est 62 ans, je parle sous ton contrôle, Dominique, c'était longtemps 61 ans, 62 ans. En Allemagne, ça peut être des âges plus élevés, mais il faut regarder l'âge réel de départ. Et vous avez plein de dispositifs qui permettent de partir plus tôt. Et puis vous avez parfaitement dit que, et en Allemagne, mais aussi par exemple au Danemark, la transition entre l'âge des études et l'entrée sur le marché du travail est beaucoup plus facilitée, beaucoup plus accompagnée. Et donc évidemment, c'est pas comme dans notre pays où on rentre beaucoup plus tard et avec beaucoup plus de difficultés. Donc il faut vraiment, attention quand on fait des comparaisons internationales, à comparer vraiment point à point. Et puis, pourquoi cette réforme? On discute beaucoup entre les collègues, les uns et les autres, entre experts, etc. Certains disent que cette réforme, elle est faite pour insécuriser tout le monde. Insécuriser. Donc, y compris vous, y compris les jeunes, qui disent moi, je n'aurai pas de retraite. Et donc, du coup, pour inciter en effet tout le monde à passer à des comportements plus responsables,
plus d'épargne, plus de prévoyance, et donc un peu dans cette mesure un retour à l'idéologie libérale du 19e siècle. Alors bonjour à tous, donc moi ma question ce serait concernant donc, le système à capitalisation. Donc je vois pas trop le problème étant donné qu'il me semble que la bourse augmente d'environ 10% par an, donc que c'est un placement financier relativement sûr. Donc je voulais votre avis dessus et voilà. Merci. Bonsoir. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat qui est très général. Ouais, je suis quand même très assistante des questions économiques et financières et je pense que je ne suis pas la seule étant donné que je suis jeune et que ce sont mes parents qui s'occupent de ce genre de questions. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est à l'avenir, en fait, on sera un peu au milieu des flots. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment fixe, rien qui est vraiment sûr. C'est-à-dire que même si on épargne, on n'est pas sûr si la valeur de la monnaie va rester la même, si soudainement elle ne va pas baisser ou augmenter. De ce fait, j'ai l'impression qu'on doit toujours être à l'affût, vigilant pour guetter comment les flux vont aller. Et donc, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai essayé de me renseigner sur l'économie pour avoir au moins une impression d'être rassurée, mais à chaque fois j'ai l'impression déjà c'est un peu compliqué et aussi j'ai l'impression que les sujets auxquels j'ai lu c'était des sujets qui étaient eux-mêmes assez débattus, donc encore des sujets très instables et donc voilà. Bonsoir, merci pour cette intervention. Je voulais revenir sur la question du chômage qui avait été soulevée auparavant. Il y a quelque chose qui fait débat et qui est qu'il n'y a pas assez d'actifs pour payer la retraite des gens qui vont partir à la retraite du coup. Est-ce que ce ne serait pas une solution d'essayer de résoudre la question du chômage en essayant de faire en sorte de régler ce problème pour que des gens qui aient plus d'actifs, qui puissent justement payer la retraite de ces futurs inactifs, on va dire. Est-ce que ça ne serait pas une solution? Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises là-dessus? Puisque lors de ses vœux, M. Macron avait dit qu'il y avait 500 000 emplois qui avaient été créés depuis le début de son mandat. Mais bien sûr, ce sont toujours des chiffres à relativiser, puisque avec l'apparition, par exemple, de libéralisation du travail il y a ces dernières années, ça peut être toujours on peut certes avoir des emplois créés, mais dans quel domaine? Puisque si on parle, par exemple, de la question des livreurs pour Deliveroo ou Uber Eats, leur situation est très précaire et très fragile. Et dans ce cas-là, certes, des emplois ont été créés, mais à quel prix? Et puis, c'est toujours très difficile, puisque certains sont considérés comme des actifs, mais ne travaillent que, par exemple, n'ont pas de CDI ou de CDD, mais travaillent parce qu'ils sont des intérimaires, comme les intermittents du spectacle, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que est-ce que cette question du chômage ne pourrait pas être prise en compte et ne serait pas un moyen de résoudre ce problème de manque d'actifs en France pour payer les retraites des citoyens? Peut-être que vous allez répondre parce que c'est peut-être un petit peu tard, il va falloir qu'on... C'est fort intéressant, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils rentrent manger chez eux. Donc, merci pour ces questions et pour la dernière particulièrement. Bien sûr que avancer sur la question du chômage, lutter contre le chômage, ça constituerait un moyen. Bon, il faut en effet mettre peut-être en œuvre des politiques plus fortes, mais il y a aussi d'autres moyens très simples, évidents. Mais par exemple, l'emploi des femmes. Dans le rapport du corps, on fait toujours comme si le taux des femmes allait rester 10 points en dessous du taux des hommes. Mais si vous augmentez fortement le taux d'emploi féminin, ce qui est tout à fait possible en mettant en place des mesures, alors là encore, vous avez une arrivée de cotisation sociale qui est très intéressante. Et alors, comment on fait pour augmenter le taux d'emploi des femmes? On sait très bien qu'une des mesures, c'est de mettre en place un bon système de garde d'enfants de qualité, de faire plus participer des hommes aussi, de leur donner des congés parentaux. Bref,
vous avez parfaitement raison, il y a le chômage, et donc aussi le chômage des femmes, et il y a permettre à plus de femmes d'être en emploi. Donc l'emploi, augmenter l'emploi de manière générale, c'est évidemment une des grandes solutions qu'il faut absolument mettre en œuvre, et ça nous permettrait évidemment de résoudre une partie des problèmes. Je vais revenir en un mot sur la capitalisation, même si c'est bon, déjà, le principe d'un placement financier, c'est qu'il ne peut pas être sûr et rentable. Soit il est sûr et il n'est pas rentable, soit il est rentable, 10% par an par exemple, mais il n'est pas sûr. Ça, c'est vraiment le principe de base. Et particulièrement aujourd'hui, où les taux d'intérêt sont très bas, et donc les placements financiers sûrs ne sont pas rentables du tout. Ils sont même quasiment moins rentables que les systèmes par répartition. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de se demander, il y a des grosses inquiétudes aujourd'hui sur justement la place que prend la finance dans l'économie. Et fondamentalement, la question c'est, est-ce que si nous tous, on mettait davantage d'argent dans la finance, si on achetait des actions, est-ce que ça serait générateur de richesse? Ou alors est-ce que l'économie ferait exactement la même chose, mais ça ferait juste monter les prix des actions? Et aujourd'hui, on a quand même tendance à penser qu'on ne manque pas d'argent à investir, il y a plutôt trop d'argent en circulation, et qu'orienter de l'argent vers la capitalisation, ça a plutôt tendance à alimenter des bulles et de l'instabilité économique qu'à être générateur de nouvelles initiatives, d'investissements. Voilà. C'est un peu de réponse. Après, le choix de la retraite par répartition, c'est vraiment un choix de la sécurité, c'est-à-dire en fait un choix d'accrocher la destinée des retraités à la destinée des salariés. Globalement, il y a un flux de salaire et on le partage entre les retraités et les actifs. Le choix de la capitalisation, c'est finalement mettre les retraités du côté des actionnaires en liant leurs intérêts. Donc c'est vraiment des choix d'orientation et des choix de société. Demain, 18h, match ESS. Donc on va s'arrêter là pour cette formidable soirée. Donc on voudrait avant tout remercier Dominique Benoît et aussi tous les élèves et encore merci à la direction de nous avoir permis de passer cette soirée.